L'écriture inclusive, cher Mathieu Bock-Côté, c'est un texte paru sur le site Figaro Vox qui vous inspire pour votre second édito. Un de vos compatriotes, Karl Bergeron, y a publié une réflexion sur le caractère destructeur de l'écriture inclusive, sur ses ressorts, sur l'imaginaire qu'il apporte. Et c'est sur ce texte que vous souhaitez revenir. C'est un texte absolument formidable, donc de Karl Bergeron, qui est un écrivain québécois. Et je donne le titre parce que c'est la langue française, québécois et français, nous l'avons en partage. Alors, le titre. Au Québec aussi, le français n'est plus perçu comme un héritage, mais comme une mise à jour d'iPhone sans fin. C'est assez fascinant. Qu'est-ce qu'il nous propose dans ce texte magnifique qui est paru donc hier, je crois? C'est une réflexion sur le rapport à la langue. C'est-à-dire la langue, pour vous, pour moi, pour des gens qui sont à peu près civilisés dans le monde d'hier, c'est la condition de la liberté de l'esprit. La langue est l'espace d'une liberté. Ça permet de façonner le rapport au réel, ça permet de nommer les nuances du réel, ça permet de faire apparaître quelquefois l'invisible parce que le mot adéquat, lorsqu'on le trouve, permet de faire surgir une nuance qui autrement serait invisible. Karl Bergeron nous propose dans ce texte, je vais me permettre 2 citations. Je pourrais citer le texte au complet. 2 citations. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, on le voit chez nous, notamment au Québec, il faut réformer la langue, sacrifier le participe passé, il faut sacrifier Entre autres, il faudrait la chat-GPTiser la langue. Première citation. Prétendu élitiste, la langue française souffrirait de la comparaison avec un certain anglais mondialisé, qui emporterait l'adhésion de la jeunesse branchée. Pour s'adapter aux GAFAM, il nous faudrait un français liquide, débarrassé de ses scories et ouvert aux manipulations des linguistes qui prendraient le pli du monde tel qu'il se décide en Californie. La langue n'est plus un héritage, elle devient une mise à jour d'iPhone sans fin. C'est assez remarquable comme phrase. Et une deuxième. Ainsi, là c'est sur l'écriture inclusive, ainsi la dite écriture inclusive, qui ment sur ce qu'elle est, en expropriant la langue qu'elle se propose de moraliser. D'abord parce qu'il ne s'agit pas d'écriture, mais bien de réécriture, soit de falsification. La dite écriture inclusive est un parasite qui se greffe sur la langue pour la vider de son sens ou de son sang. Les complications qu'elle introduit par la porte d'en arrière n'augmentent pas la puissance ou la beauté du français, comme les vieilles règles décidées il y a 400 ans, présumées vermoulues par les incultes, mais multiplient dans le maillage de la phrase les verrous contre la pensée au nom de la vertu. C'est essentiel. Nous nous retrouvons devant, aujourd'hui, une entreprise qui entend rééduquer la langue, qui entend aussi faire de la langue un lieu de rééducation. C'est un exercice totalitaire, en quelque sorte. La langue perd sa propre logique, elle devient un pur projet de reconstruction idéologique, ça devient une forme de langue pour soviétique, pour néo-soviétiques, les néo-soviétiques que nous sommes, et parlant l'écriture inclusive, on le voit de plus en plus dans la jeune génération, on croit, parlant de l'écriture inclusive, même des administrations le font, des syndicats, des administrations publiques, des administrations privées empruntent ce vocabulaire, mais dans les faits, on croit ouvrir la langue, en fait, on la neutralise, en fait, on la paralyse, en fait, on l'empoisonne et on tue son génie. Autrement dit, pour vous, l'écriture inclusive a pris le relais de la novlangue d'Orwell. Et c'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est la novlangue d'Orwell? C'est une langue qui consiste à retrancher des mots ou à fabriquer des mots nouveaux pour on pourrait dire effacer la langue historique, effacer la langue travaillée par la littérature, effacer la langue travaillée par la civilisation. Et l'objectif, quand vous lisez Orwell, il le dit, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de mots pour dire la réalité, qu'il y ait de moins en moins de mots pour nommer les choses, qu'il y ait un vocabulaire de plus en plus contrôlé idéologiquement, avec cette idée que si vous faites disparaître des mots, eh bien, vous faites disparaître la possibilité de penser la réalité à laquelle ces mots réfèrent. Et si vous inventez des mots nouveaux qui ne veulent absolument rien dire, eh bien, vous créez un monde alternatif. Vous savez, aujourd'hui, les 98 nuances d'identité de genre. Mais on fait semblant, on est obligé de faire semblant que cet univers alternatif existe. Et si vous n'acceptez pas les codes de cet univers, vous êtes alors traité comme un paria, comme un infréquentable, et ainsi de suite. Moi, c'est ce qui me frappe dans l'écriture inclusive aujourd'hui, c'est que c'est un code d'abord, c'est un code d'adhésion au régime diversitaire. Si vous ne l'utilisez pas, si vous êtes dans une entreprise et tout le monde l'utilise et vous ne l'utilisez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous passez pour un réfractaire, vous passez pour un réactionnaire, vous passez pour un ennemi de l'ouverture, parce qu'elle le dit, écriture inclusive. Donc si vous n'êtes pas pour, vous êtes pour l'écriture exclusive. Donc l'ensemble de l'histoire de la littérature est frappé désormais du sceau d'écriture exclusive, de l'écriture ringarde, dépassée, réactionnaire. La langue inclusive, c'est une langue qui nous enferme dans ces catégories. C'est une prison mentale où viennent s'enfermer les esprits conformistes. C'est un logiciel en perpétuelle évolution, mais qui vient non pas améliorer la langue, mais qui falsifie la langue, qui prend prétexte de la langue française, donc il devient une forme de référence lointaine pour inventer une langue nouvelle, qui est une langue idéologique d'amollissement des cerveaux,
d'assujettissement des cerveaux, une langue de manipulation du réel, une langue néo-soviétique, je le redis, une langue totalitaire. Et le très beau texte de Karl Bergeron auquel je faisais référence est une des réflexions les plus fines, je crois, sur la question de l'écriture inclusive. Je m'en serais voulu de ne pas utiliser cette tribune pour faire donner un peu d'écho à la sienne. Eh bien, il faut l'inviter sur le plateau, cher Mathieu Bocoté. C'est une bonne idée. Arthur de Vintrigan sur l'écriture inclusive. Ça va au-delà seulement d'un point, d'un E, d'un S. Il y a une philosophie, malheureusement, qui peut toucher notre littérature aujourd'hui. J'avoue qu'en bon réactionnaire, j'étais fondamentalement opposé. Et puis, j'ai découvert qu'elle pouvait donner une nouvelle saveur à certains vieux romans. Par exemple, vous prenez le Hussard bleu de Roger Nimier. Je vous laisse réfléchir à ce que donnerait cette phrase, que j'ai piochée au hasard évidemment, en version inclusive. Quand les habitants de la planète seront un peu plus difficiles, je me ferai naturaliser humain. En entendant, je préfère rester fasciste, bien que ce soit baroque et fatigant. Je vous laisse méditer sur la version inclusive de cette phrase, c'est assez marrant. Malheureusement, c'est le seul exemple que j'ai trouvé pour essayer de dire du bien de cette nouvelle invention débile comme celle de la gauche s'est ancrée, mais qui est malheureusement plus que stupide, qui est destructrice. Parce que finalement, l'écriture inclusive, c'est quoi ? C'est rien d'autre qu'un autre chemin de traverse emprunté par la gauche pour arriver à son but qui est déjà atteint, à savoir la déconstruction et l'assignation des individus à des identités perpétuelles. C'est-à-dire que il n'y a plus d'hommes, vous avez des bourreaux, des victimes. Dans l'écriture, les bourreaux sont le masculin et les victimes sont le féminin. Mais si on regarde dans le rétroviseur, ce que malheureusement ne fait plus la France, alors qu'on sait quand on tourne à gauche, ça évite de se prendre un camion au passage, c'est un projet qui est assez ancien et c'est un projet de réécriture, comme le dit si bien Karl Bergeron dans sa magnifique tribune. Dans les années 80, Gilles Deleuze, l'affreux Deleuze, expliquait qu'une règle de grammaire était un marqueur de pouvoir avant d'être une règle syntaxique. Quelques années plus tôt, le non moins douteux Roland Barthes, lui, expliquait carrément que la langue était tout simplement fasciste. Parce que le fascisme, n'est pas empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Donc une fois que vous avez expliqué que la langue est fasciste, la destruction devient légitime. C'est même un devoir moral de déconstruire le fascisme. Et donc, vous avez le vieux mythe révolutionnaire de la tabula rasa qui revient. On va réécrire pour effacer le passé. Parce que qu'est-ce que la langue, sinon ce qui rendait la nation visible ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le français, qu'est-ce que serait la France sans Molière, sans Bossuet, sans Péguy ? Bon voilà, ça rend visible vis-à-vis de la communauté, mais aussi vis-à-vis des autres nations. Donc en résumé, malheureusement, et je cite le philosophe Robert Heidegger, avec l'écriture inclusive, l'âme de notre langue n'est plus la nation, mais devient une idéologie. Vaste programme. Dans un instant, vous allez recevoir Frédéric Rouvillois, historien, juriste. Vous allez parler de la crise des institutions, de la crise du régime, avec 2 ouvrages, notamment sur les parrainages, la proportionnelle. Il sera dans un instant avec nous pour la deuxième partie de Face à Bocoté. À tout de suite.